1903, un des derniers héros de la conquête de l'Ouest s'appelait Tom Horn. Durant cette époque, une nouvelle race d'hommes était apparue. Des hommes indépendants et rudes, avec un code d'honneur particulier. Écoute-moi bien, Tom. Je vais te tuer un de ces jours. D'accord, on verra bien qui tuera l'autre le premier. Ils devinrent des héros, et puis ils disparurent. Les temps modernes n'avaient plus besoin de héros. Mais Tom Horn refusait de disparaître en silence. Steve McQueen est Tom Horn, le dernier des héros de l'Ouest. C'est grave? Elle est entartrée, votre machine. Regardez la résistance. Elle est pleine de calcaire. Regardez celle-ci, protégée par calgon, intacte. Faut mettre du calgon, Madame Denise. À toutes les températures. Mais la plage dure plus longtemps avec calgon. Vaza, 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 vas-y, vaza. Seigle, seigle, vas-y, vaza. Vaza seigle, le goût de la forme. Sur un lit de tomates pulpeuses, l'accord parfait entre des viandes bien rôties, de tendres petits oignons, une note d'épices, une touche d'aromates. Ah, la sauce italienne de Buitoni, une délicieuse harmonie. Sauce italienne de Buitoni, le mariage à l'italienne. Pour notre maîtresse en or, les bonbons qu'elle adore, pour dire qu'on l'aime très fort. Quality Street, Quality Street. Pour dire bravo aux pompiers, d'être monté chercher mon petit chat en haut du pommier. Quality Street, Quality Street. Quality Street, la boîte à bonheur. Fromage pick-up à l'apéritif, ça marche à tous les goûts. Would you like to do? A beautiful moon, a beautiful moon. So what would you like to do? A beautiful moon, a beautiful moon. Braise bleue. Rien ne vaut la vie des connaisseurs. C'est pourquoi chez Fido, nos vrais patrons sont les chats. Vous offre des fleurs. C'est ça l'effet magique d'Impulse. C'est ça l'effet magique de Captivante. Le nouveau parfum de toilette déodorant d'Impulse. Captivante d'Impulse. Quand vous le portez, tout peut arriver. Mobalpa. Cuisine Mobalpa, des idées comme ça. Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phoenix. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour. Ceux qui aiment les coins cuisine, les coins terrasse et les grandes chambres. Ceux qui ont besoin d'une maison qui s'agrandit. Ceux qui vivent ensemble. Unique objet de mon ressentiment. Mais séparément. Ceux qui souhaitent une bonne isolation. Ceux qui vivent dedans. Et ceux qui vivent dehors. Chez Phoenix, tous les Français n'ont pas la même maison. Oui, 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 ça fait mal, mal, mal. Une cure à chaque aiguillon, ça fait du bien. Bien, bien. Du bien aux intestins. Consultez votre médecin. Une cure à Châtel-Guyon, c'est tout bon.
l'Université des sciences et de l'industrie ouvre ses portes. Avec elle, propulsez-vous dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir encore, l'actualité est dominée par la vie politique française. Il faut bien dire qu'elle est encore faite de beaucoup d'incertitudes. Jacques Chirac n'a pas encore donné sa réponse, mais le chef de l'État l'a consulté pour la formation d'un nouveau gouvernement. 48 heures après les élections, voici en quels termes exacts le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, a dit ce soir où on en était. Le président de la République a appelé M. Jacques Chirac pour procéder à un tour d'horizon au sujet de la formation du gouvernement. M. Chirac apportera sa réponse au président de la République dans les meilleurs délais. Je vous remercie. La nuit, dit-on, porte conseil. La réflexion en la circonstance est collective et en ce moment même, Jacques Chirac est à l'Hôtel de Ville de Paris, entouré des responsables du RPR et de l'UDF. Se trouve autour de lui Jacques Toubon, secrétaire général du RPR, Charles Pasqua, président du groupe au Sénat. On le voit également des dirigeants de l'UDF, vous reconnaissez Pierre Méhaignerie. Il y a également pour le RPR Claude Labbé qui a fait une brève apparition. Il y a également Édouard Balladur, Roger Romani qui est sénateur de Paris. Pour l'UDF, Jean Le Canuet, François Léotard, Jean-Claude Gaudin, Pierre Méhaignerie et André Rossineau. Jean-Luc Mertens est sur place et bien entendu, il a essayé d'en savoir plus. Il est parti aux nouvelles, donc nous l'aurons probablement un peu plus tard dans ce journal. Inutile de dire que la journée a été fertile en allées et venues de toutes sortes. Les plus suivies, naturellement, étaient celles de Jacques Chirac et de ses visiteurs. Éric Pirot n'a rien manqué. Pas un mot. Quand Jacques Chirac sort de l'Élysée ce soir, son visage ne trahit aucune indication. L'entretien avec François Mitterrand a duré plus de 2 heures. La conversation a achoppé sur la façon de gouverner, et notamment sur la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. À son retour à l'Hôtel de Ville, Jacques Chirac se contentera de dire mot pour mot la même chose que Jean-Louis Bianco, à savoir qu'il donnera sa réponse dans les meilleurs délais. Au RPR, on affirme ce soir qu'il devrait le faire dans les 24 heures. L'après-midi avait déjà été chargé. Avant d'aller à l'Élysée, Jacques Chirac avait tenu à présider la réunion de tous les députés RPR élus dimanche. Pour féliciter les uns et les autres, bien sûr, mais surtout pour leur indiquer la marche à suivre dans la période difficile qui s'ouvre. Une marche à suivre que l'on peut résumer en 2 mots, union et discipline. Jacques Chirac a dit qu'il fallait que tous ici, c'est-à-dire tous les députés du RPR, mais c'est vrai aussi de tous les députés de l'UDF, nous soyons conscients que cela suppose l'union totale de tous les députés de la nouvelle majorité et leur soutien total, sans réserve et sans faille au nouveau gouvernement. Et que la réussite de la nouvelle politique et du nouveau gouvernement est à ce prix. Voilà. Ce prix, Jacques Chaban-Delmas semble l'avoir payé. Le maire de Bordeaux, que l'on plaçait dans les premiers ministrables possibles, a rendu ce matin une visite remarquée à Jacques Chirac. Les 2 hommes ont sans aucun doute conclu un accord dont on connaîtra les termes dans les prochains jours. C'était le début d'une longue journée pour Jacques Chirac. Alors même s'il n'est pas encore Premier ministre, et même si on ne peut affirmer ce soir qu'il le sera, Jacques Chirac est tout de même l'homme du jour. Et ce n'est pas par hasard, Fernand Tavares. Bonsoir, bonsoir. Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1976, le président du RPR, décidé brutalement, on s'en souvient, de rompre avec le chef de l'État, estimant qu'il n'avait pas les moyens suffisants d'assumer ses fonctions. Mais Jacques Chirac, redevenu parlementaire, se refusera toujours à mettre en grande difficulté le gouvernement Barre. Cela dit, le député de la Corrèze a le temps de se refaire une santé politique. Premier coup d'éclat, son élection à la mairie de Paris en 1977, un poste prestigieux, un rang envié.
En 1981, fort de sa notoriété et du soutien du RPR, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle, mais VGE le distance au premier tour. Certains diront que le peu d'empressement de Jacques Chirac à soutenir Valéry Giscard d'Estaing au second tour a contribué au succès de François Mitterrand. Mais depuis, c'est un autre homme que l'on découvrira, plus mûr, plus réfléchi, en particulier ces 2 dernières années. Son souci, réaliser l'union du RPR et de l'UDF à tout prix. Il n'y a pas d'autre solution pour retrouver le pouvoir. Sur ce terrain, il rencontre le président sortant et les autres leaders de l'UDF. Il travaillera également d'arrache-pied à la rédaction de la plateforme UDF-RPR et mettra tout son poids dans la balance pour qu'un accord total soit réalisé. Union encore, pendant la récente campagne pour les législatives, Jacques Chirac ne fait aucune distinction entre les candidats RPR et UDF qu'il soutient. Tant et si bien qu'au lendemain de la courte victoire de la droite, c'est Jacques Chirac qui récolte naturellement les fruits de ses efforts. François Mitterrand le considère aujourd'hui comme le numéro 1 de la nouvelle majorité. Je vous le disais tout à l'heure, Jacques Chirac est depuis environ 21 heures réuni à l'Hôtel de Ville avec les responsables du RPR et de l'UDF. Jean-Luc Mertens est sur place. Il est en mesure maintenant de nous dire s'il en sait un peu plus. Jean-Luc. Eh bien, vous savez, Geneviève, c'était l'attente cet après-midi dans la cour de l'Élysée. Eh bien, c'est à nouveau l'attente devant la mairie de Paris. À cette différence près, c'est qu'il pleut ici. Les premières giboulées de mars s'abattent en effet sur la capitale. Rien ne filtre de ce qui se passe au premier étage de l'Hôtel de Ville où sont réunis depuis 1h30 environ, autour de Jacques Chirac, tous les responsables de la coalition RPR-UDF. Premiers arrivés, Jacques Toubon et Charles Pasqua, suivis de peu par Jean Le Canuet et François Léotard. Et deuxième vague, une demi-heure plus tard, dans la même voiture, messieurs Gaudin, Rossineau et Méhaignerie. Un bref passage aussi de Claude Labbé, juste avant que ne soit livré un assez imposant plateau de sandwich. C'est donc dire que le tour d'horizon prévu a bel et bien commencé et qu'il risque surtout de se poursuivre très tard. Un nouveau marathon de Paris, en quelque sorte. Bien entendu, Jean-Luc, si vous aviez quoi que ce soit avant la fin de ce journal, vous nous rappelez. Alors, Christian Doriac, bien entendu, on en est réduit aux questions ce soir, comme tout le monde. La première concerne le communiqué du secrétaire général de l'Élysée, qui est dans des termes assez vagues, finalement, et qui ne dit pas clairement, par exemple, que Jacques Chirac a été appelé au poste de Premier ministre. Oui, pour arriver à préciser tout ça, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'on est en train de vivre des événements sans précédent dans l'histoire politique de notre pays. On n'est pas habitué, effectivement, à cette cohabitation avec cette constitution de la Ve République qui donne autant de pouvoir au président de la République, en tout cas plus que sous la 4e. Un demain prononcé hier, par exemple, par le président de la République, un désormais célèbre demain, a été l'objet de supputation pendant pratiquement 24 heures, et on ne sait toujours pas exactement comment il fallait interpréter ce demain. C'est effectivement ce texte très bizarre aussi qui nous surprend, puisque Jacques Chirac n'est pas appelé à former un gouvernement, appelé à devenir Premier ministre, il est appelé, d'après le terme officiel, à procéder à un vaste tour d'horizon. Alors on voit au sujet d'un éventuel gouvernement. Alors est-ce que c'est une formulation en retrait? Est-ce que c'est une nuance qui n'est pas très importante? Difficile de le dire ce soir. Tout de même, on peut arriver à quelques conclusions. Bon, il y a gros à parier que si le président Mitterrand et M. Chirac étaient d'accord, eh bien M. Chirac serait ce soir Premier ministre. Ils sont donc en désaccord sur un certain nombre de points. Vraisemblablement sur la répartition des pouvoirs, Éric Pirot nous le disait tout à l'heure, et puis aussi peut-être sur les hommes. Le président de la République, la Constitution le dit, nomme le Premier ministre, mais il nomme également les ministres. Et là, il a un certain nombre de compétences à faire respecter. Par exemple, il est fondé à refuser la nomination du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, parce qu'il peut considérer que ces hommes doivent avoir à la fois la confiance du président de la République et celle du Premier ministre, et ça peut ne pas être le cas. Alors nous sommes peut-être ce soir en face d'un désaccord de ce genre. C'est très difficile à dire, on le disait tout à l'heure, également Jean-Luc Mertens nous le disait, les informations filtrent difficilement, mais enfin on peut supposer qu'il y a un désaccord sur au moins 2 points. 1, la répartition des pouvoirs entre le président de la République et puis le Premier ministre, et puis 2, un certain nombre de noms de ministres que le président Mitterrand ne souhaite pas nommer dans ce gouvernement-là, d'où les discussions qui ont lieu en ce moment au sein de la majorité. Alors, en ce qui concerne le délai, c'est de 24 à 48 heures, et ça, c'est Jacques Chirac qui l'a précisé. Alors oui, 24 à 48 heures, ça recule un petit peu l'échéance donnée hier par le président de la République. C'est normal, c'est la pratique courante de la cohabitation. Nous allons devoir nous habituer à ce type de discussion. Le pouvoir est partagé entre le Parlement et le président de la République, désormais.
L'attentat d'hier contre le TGV Paris-Lyon, revendiqué par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Cette organisation avait déjà revendiqué les attentats commis début février à Paris dans plusieurs lieux publics. Elle est mystérieuse. Elle réclame la libération de 3 hommes en prison en France, parmi eux Anis Nakash, le chef du commando qui avait tenté d'assassiner l'ancien Premier ministre iranien Chapour Bakhtiar à Paris. Alors, la libération de cet homme est également réclamée, on le sait, par les ravisseurs des otages français au Liban. Dans cette affaire, un nouvel élément, se sentant désavoué, le docteur Raad, un des émissaires français, a décidé de renoncer à sa mission. Il apparaît ce soir que le centre des manœuvres diplomatiques dans cette affaire se déplace en Syrie. Joël Hazard. 2 jours après les élections, les pressions iraniennes sur la politique française au Proche-Orient se sont poursuivies. À Beyrouth, le Hezbollah, tout en démentant sa responsabilité dans les enlèvements, a durci le ton, spéculant sur un changement de gouvernement. Nouvelle donne dans l'affaire des otages. La Syrie semble à nouveau détenir les clés d'une hypothétique solution. C'est en tout cas l'impression qu'elle veut donner. L'apparition du dernier intermédiaire reçu à Damas en témoigne. Je crois que la seule interlocuteur valable aujourd'hui pour la négociation avec le djihad islamique, avec l'Iran, c'est la Syrie en personne du président Hafez al-Assad. Et je ne trouve pas qu'il y a d'autres moyens de faire ou d'agir que par la Syrie. Et la Syrie peut donner toutes les garanties nécessaires aux 2 parties, c'est-à-dire les Hezbollah ou les djihad islamiques et les Iraniens. Le docteur Raad est aujourd'hui éclipsé. Ses tentatives d'explorer sur le terrain les voies de médiation directe avec les ravisseurs se sont pour l'heure retournées contre lui. Hier, le Cheikh Fadlallah, le guide spirituel du Hezbollah, a minimisé l'entretien qu'il a eu la semaine dernière avec le médecin franco-libanais. La veille, le Hezbollah avait désavoué les déclarations optimistes de Raza Raad, suspect selon lui d'avoir agi à des fins électorales. Se volte-face des intégristes, apparemment convaincus par des arguments syriens,